Pierre Cardin a toujours été associé au luxe, à l'élégance et à l'audace créative. Mais en cette froide nuit parisienne, le nom qui résonnait dans les couloirs de Pierre n'avait rien de glamour. Il portait un poids étrange, presque suffocant, comme s'il était lié à quelque chose qui ne devait jamais être découvert. La demeure se situait à l'écart du centre-ville, dissimulée derrière de vieux portails en fer et un jardin qui semblait abandonné depuis des décennies. Ce n'était pas le genre d'endroit qui convenait à l'héritage public d'une icône de la mode. Pourtant, c'est là que tout a commencé. Julien Moreau ne croyait pas aux coïncidences. Journaliste d'investigation, habitué aux affaires obscures, il avait appris à repérer les schémas, et ce qu'il découvrit dans les archives parisiennes était incompréhensible. Des dossiers manquants, des documents falsifiés, et surtout, un ensemble de témoignages inédits. Ils avaient tous quelque chose en commun, des mentions indirectes de réunions privées, des invités disparus à jamais et un bien immobilier qui ne figurait sur aucun inventaire public. Julien n'était pas là par curiosité, il était là parce que quelqu'un avait tenté d'effacer cette histoire. De l'autre côté de ce récit se trouvait Élodie Varenne, une femme qui semblait vivre dans l'ombre d'une force plus grande. Officiellement, elle n'était que conservatrice d'archives historiques, chargée de préserver les documents anciens liés à la haute société française. Mais Julien comprit rapidement qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Lorsqu'il l'a rencontrée pour la première fois, dans une pièce calme entourée de vieux papiers et de photographies jaunies, elle n'a manifesté aucune surprise. « Tu as pris ton temps », dit-elle sans lever les yeux. Julien resta figé un instant. Ce n'était pas la réaction de quelqu'un abordé par un inconnu. « Saviez-vous que je venais ?» Elle referma lentement le dossier qu'elle analysait et finit par le regarder. Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. Ce n'était ni de la peur, ni de la méfiance. C'était de la résignation. Tous ceux qui se mettent à chercher ça finissent ici. Julien ressentit un malaise immédiat. Cette phrase ne sonnait pas comme un avertissement. Elle sonnait comme un jugement. Il déposa sur la table les copies des documents qu'il avait rassemblés, des noms barrés, des dates incohérentes et des photographies d'événements fastueux où certaines personnes apparaissaient sur une photo, mais disparaissaient sur la suivante. « Je veux comprendre ce qui s'est passé », a-t-il déclaré fermement. Élodie a regardé les papiers pendant quelques secondes avant de répondre. « Ce n'est pas ce qui s'est passé qui devrait vous inquiéter. » Le silence qui suivit fut pesant. Julien ignora le ton et insista. « Alors dites-moi de quoi je devrais avoir peur. » Elle prit une profonde inspiration, comme si elle était sur le point de prendre une décision difficile. Cette maison n'était pas qu'une simple propriété. C'était un lieu où certaines personnes allaient pour disparaître sans laisser de traces. Julien fronça les sourcils. « Ça n'a pas de sens. »« Exactement, » répondit-elle. Et pourtant c'est arrivé. Ce soir-là, Julien décida d'aller au manoir. Les grilles étaient entr'ouvertes et grinçaient sous le vent. Aucun signe de surveillance, de caméra ou de dispositif de sécurité moderne. L'endroit semblait abandonné, mais pas oublié. En traversant le jardin, il remarqua quelque chose d'inquiétant. Le silence était anormal. Aucun bruit d'insectes, aucun bruissement de vent dans les feuilles. C'était un vide absolu. La porte principale était déverrouillée. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé de poussière, et d'autres choses d'indéfinissables. Les murs étaient couverts de vieux portraits. Des gens élégants, souriant dans des décors luxueux, mais leurs yeux semblaient vides, comme s'ils dissimulaient quelque chose. Julien descendit lentement le couloir principal jusqu'à trouver une salle spacieuse. Au centre, une longue table était dressée comme si un dîner avait été interrompu il y a bien longtemps. Assiettes intactes, couverts alignés, verres toujours en place. Mais il n'y avait personne. Il s'approcha, observant les détails. Tout était recouvert d'une fine couche de poussière, sauf un endroit sur la table. Là, la surface était propre, comme si quelqu'un était passé par là récemment. Un son sec résonna dans le couloir. Julien se retourna brusquement, le cœur battant la chamade. Rien. Mais il réalisa alors quelque chose d'encore plus inquiétant. L'un des portraits accrochés au mur
avait changé. Il en était sûr. Auparavant, on y voyait 5 personnes. Ils étaient maintenant 4. Et l'espace où la 5e personne était censée se trouver était vide. Non supprimé. Vide. Comme si cela n'avait jamais existé. Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas un simple mystère, c'était quelque chose qui défiait toute logique. Et à ce moment-là, il comprit une chose avec une clarté absolue. Il n'était pas seul dans cette maison. Et peut-être que je ne l'avais jamais été. Le lendemain matin, Paris semblait poursuivre sa vie à son rythme habituel, indifférente à ce dont Julien avait été témoin. Cafés bondés, rues animées, on entendait au loin des conversations et des pas pressés. Tout était trop normal, et cela le troublait profondément. Il n'avait pas dormi. Les images du manoir restaient gravées dans sa mémoire, la table intacte, le portrait modifié, le silence absolu, mais surtout, cette impression persistante d'être observé, même à distance. Julien retourna aux archives où il avait trouvé Élodie. Cette fois, l'environnement semblait différent. Non pas à cause des objets, tout était resté au même endroit, mais à cause de l'atmosphère, comme si l'air était devenu plus dense, plus difficile à traverser. Elle était déjà là. Assis à la même table, il feuilletait des documents avec un calme qui semblait répéter. « Tu es entré », dit-elle sans le regarder. Julien s'approcha lentement. Ce n'est pas un endroit abandonné. Elle leva les yeux. Et pour la première fois, il y eut quelque chose de nouveau dans son expression, de l'inquiétude. « Je t'avais dit de ne pas y aller, et je vous dis que quelqu'un était là, » répondit-il fermement. « Où y est encore ?» Élodie a claqué le dossier avec plus de force que nécessaire. « Avez-vous vu quelque chose ?» Julien hésita un instant. Une partie de lui voulait rationaliser, trouver des explications plausibles. Mais une autre partie savait que nier ce qu'il voyait serait inutile. J'ai vu un portrait changer. Un silence s'installa entre eux. Elle n'a pas ri. Elle n'a pas posé de questions. Il hocha simplement la tête, lentement. Et c'est ainsi que tout a commencé. Ces mots n'ont apporté aucune réponse. Ils n'ont fait qu'accentuer le malaise. Julien a tiré une chaise et s'est assis. Vous savez ce qui se passe là-bas, depuis le début. Élodie croisa les mains sur la table, comme quelqu'un qui accepte enfin qu'elle ne peut plus fuir la vérité. Cette maison ne figure pas dans les registres officiels, car elle n'était pas censée être découverte. Elle appartenait à un cercle très restreint de personnes, influentes, intouchables. Et que se passait-il là-bas? Elle a mis un certain temps à répondre. Il croyait pouvoir contrôler l'oubli. Julien fronça les sourcils. Cela ne veut rien dire. Ça veut tout dire, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Il y a des choses qui ne disparaissent pas. Elles sont enlevées. Le journaliste resta silencieux, essayant d'établir un lien avec les documents qu'il avait analysés. Les personnes dont les noms figurent dans les archives, commença-t-il. Ils ne sont pas officiellement morts, a-t-elle ajouté. Leur disparition n'a pas été signalée. Ils ont simplement disparu de tous les registres. Julien ressentit une lourdeur dans son estomac. C'est impossible. Vous avez vu le portrait? Il n'a pas répondu, parce qu'il était impossible de le nier. Élodie se leva et se dirigea vers une vieille bibliothèque. Elle en sortit une boîte en bois sombre, la referma soigneusement et la posa sur la table. En l'ouvrant, elle découvrit de vieilles photographies, des lettres et un petit carnet à la couverture usée. Cela n'a jamais été répertorié officiellement, a-t-elle déclaré. Je l'ai trouvé caché parmi des dossiers qui auraient dû être détruits. Julien a ramassé une des photos. C'était le même hall qu'il avait vu la veille, le même tableau. Mais sur cette image, il y avait des gens assis, élégants, souriants, en direct. « Qui sont-ils » demanda-t-il. « Des gens qui ont disparu sans laisser de traces » répondit Élodie. Des hommes d'affaires, des artistes, des politiciens, tous liés au cercle du pouvoir. Julien retourna la photo et découvrit une date écrite à la main. Et personne n'a enquêté, ils ont essayé. Elle sortit son cahier et l'ouvrit à une page marquée. Cela appartenait à un homme qui essayait de tout dévoiler. Julien lut rapidement quelques lignes. L'écriture était hâtive,
presque désespérés. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas un jeu. La maison ne se contente pas de se cacher, elle choisit. Il referma lentement le carnet. Ce n'est pas possible. Peu importe si c'est possible, a déclaré Élodie. Ce qui compte, c'est que ce soit arrivé et que cela continue de se produire. Julien posa les mains sur la table, essayant de garder le contrôle. Vous avez dit que tous ceux qui se lancent dans une enquête finissent par arriver ici. Elle hocha la tête. Et que leur arrive-t-il? Cette fois, elle n'a pas répondu immédiatement. Son regard s'est égaré un instant, et cela en disait plus long que n'importe quel mot. « Tout le monde ne peut pas sortir », a-t-il finalement déclaré. Le silence revint, plus lourd qu'auparavant. Julien réalisa quelque chose qu'il n'avait pas envisagé jusque-là. « Pourquoi es-tu encore là ?» Élodie hésita. Pour la première fois, il semblait qu'il n'y avait pas de réponse toute faite, parce que quelqu'un doit s'en souvenir. Cette phrase planait dans l'air, chargée de sens. Julien regarda à nouveau les photographies, pour les visages, pour des sourires figés dans le temps. Et puis il remarqua quelque chose qui le figea sur place. L'un des hommes sur la photo était au manoir la nuit précédente, assis à table, dans un endroit propre, comme s'il n'était jamais parti. Julien leva lentement les yeux. Ils n'ont pas disparu, n'est-ce pas? Élodie le fixa en silence, et ce silence a tout confirmé. Julien n'a pas perdu de temps. Avant même que le poids de la découverte ne puisse se transformer en doute, il était déjà debout, serrant la photographie si fort qu'elle en froissait les bords. « Je l'ai vu, cet homme, » dit-elle d'une voix plus basse mais chargée de tension. « Il était là, hier soir. » Élodie n'a montré aucune surprise. Elle ferma simplement les yeux un bref instant, comme si cette confirmation était inévitable. « Vous êtes donc marqué ?» Julien laissa échapper un petit rire nerveux. « Marqué? Ça n'a aucun sens. Je suis entré, j'ai observé, et je suis reparti. C'est tout. » « Non, » répondit-elle fermement. « Personne n'entre dans cet endroit sans être remarqué. » L'air semblait plus lourd. Julien faisait les 100 pas, essayant d'organiser ses idées. Si ces personnes sont encore là, alors on ne parle pas de disparition. On parle de... Il hésita. D'emprisonnement? Pas exactement. Il s'arrêta et la fixa du regard. Et alors? Élodie prit une profonde inspiration avant de répondre. Préservation. Le mot résonna de façon incohérente, déplacée, comme s'il n'avait pas sa place dans cette conversation. La préservation de quoi? Demanda Julien. Des moments, des personnes, des versions qui ne devraient pas disparaître. Julien secoua la tête. C'est absurde. Mais au fond de lui, il ne croyait plus à son propre déni. Il retourna à la table et rouvrit le carnet, tournant les pages avec plus de précaution. Les notes devinrent de plus en plus chaotiques, comme si l'auteur en perdait le contrôle. Il croit pouvoir préserver à jamais le sommet de la gloire des gens, figer le meilleur moment. Mais quelque chose cloche. Julien tourna une autre page. Ce ne sont pas des copies, ce sont eux, ou ce qu'il en reste. Un son sec rompit le silence. Ils regardèrent tous les deux dans la même direction. Une des étagères avait légèrement bougé, quasiment imperceptible, mais ça suffit. Julien s'approcha lentement. « A-t-il toujours été là ?» demanda-t-il. Élodie de Mauroux a répondu. Non, il repoussa soigneusement la bibliothèque. Derrière elle, une porte étroite se dévoilait. Vieux, caché, intentionnellement. Julien regarda Élodie, qui semblait maintenant visiblement tendue. « Il ne faut pas ouvrir ceci. Nous avons dépassé ce stade, » a-t-il répondu. Sans attendre la permission, il tourna la poignée de porte. L'odeur qui se dégageait de l'intérieur était différente de tout ce qu'il avait jamais senti auparavant. Ce n'était ni de la pourriture, ni de la moisissure. C'était l'absence. Comme si personne n'avait touché l'air là-bas depuis longtemps, ou comme s'il n'était pas fait pour être respiré. Un escalier descendait dans l'obscurité. Julien a attrapé la lampe torche de son téléphone portable et a commencé à descendre. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Derrière lui, après quelques secondes d'hésitation, Élodie le suivit. L'espace souterrain était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Murs de pierre, couloirs étroits, portes alignées, toutes identiques. Cela ne figurait pas dans les dossiers,
murmura Julien. « Parce qu'elle n'a jamais été enregistrée, a-t-elle répondu. Il ouvrit la première porte. Vide. Le deuxième, également vide. À la troisième tentative, il a trouvé quelque chose, une chaise. Et sur elle, un manteau élégant, soigneusement plié. Julien s'approcha. « Ça n'a aucun sens, murmura-t-elle. Il a touché le tissu. Il était encore mou, comme si elle avait été laissée là il y a peu de temps. Un bruit résonna dans le couloir. Mesure, planche, traînée. Julien s'est figé. Élodie lui serra le bras fermement. « Nous ne sommes pas seuls. » Les pas s'arrêtèrent. Silence. Puis, une des portes au bout du couloir s'ouvrit, seule, lentement. « Je suis là. » Julien pointa la lampe torche dans cette direction. Pendant un instant, il n'y eut rien, puis quelque chose a bougé, une figure. Arrêt. J'observe. Cela n'avançait pas. Il n'a pas reculé. C'était juste là. Julien fit un pas en avant. « Non !» Aucune réponse. La lumière vacilla légèrement dans sa main. La silhouette semblait porter des vêtements démodés, élégants, comme anachroniques. Le visage, ce n'était pas clair, comme si on ne pouvait pas le voir entièrement. « Tu as vu ça aussi ?» demanda Julien sans détourner le regard. « Oui », répondit Élodie, presque sans voix. La silhouette inclina légèrement la tête. Et puis, il a disparu. Cela ne s'est pas produit. Il n'a pas bougé. Elle a tout simplement disparu. Julien se dirigea rapidement vers la porte ouverte. La pièce était vide, mais pas complètement. Au mur, il y avait un vieux miroir. Il s'approcha lentement, et lorsqu'elle regarda son reflet, il ne se voyait pas seulement lui-même. Pendant une brève seconde, il y avait quelqu'un derrière lui, très proche, presque en touchant son épaule. Julien se retourna brusquement. Rien. Mais lorsqu'elle se regarda à nouveau dans le miroir, le reflet était toujours là, souriant. Julien recula instinctivement, le cœur battant la chamade, tandis que son reflet dans le miroir disparaissait comme s'il n'avait jamais existé. Le silence qui régnait dans la pièce n'apportait aucun réconfort. Il imposait une tension palpable. Quelque chose là-bas ne se contentait pas de réagir à leur présence, semblait l'anticiper. « Il faut qu'on parte d'ici », dit Élodie en le tirant par le bras avec plus d'urgence qu'auparavant. Mais Julien ne bougea pas immédiatement. S'il y avait une chose qu'il avait apprise au cours de sa carrière, c'était que les moments les plus dangereux étaient aussi les plus révélateurs. Et cet endroit commençait à en dévoiler plus qu'il n'aurait dû. Il tourna son regard vers le miroir. « Ah, il ne nous suit pas, murmura-t-il. « Ne dis pas ça, interrompit Élodie. « Il nous observe, a-t-il ajouté. » La différence entre les deux déclarations persistait. Julien prit une profonde inspiration et s'éloigna du miroir, retournant dans le couloir. Les portes, auparavant fermées, semblaient maintenant légèrement désalignées, comme si on les avait effleurées. Pas complètement ouvertes, mais modifiées. « Vous aviez déjà remarqué cela ?» demanda-t-il. Élodie regarda autour d'elle, visiblement mal à l'aise. Pas comme ça. Ils reprirent le chemin du retour, mais quelque chose changea en cours de route. Le couloir leur parut plus long, les murs plus étroits, l'air plus froid. « Ce n'était pas comme ça avant, » dit Julien en marquant une pause. « La maison change, » répondit-elle doucement. « Pas physiquement, mais dans la façon dont elle se laisse percevoir. » Julien n'a pas aimé cette réponse, mais, là encore, il ne put le réfuter. Alors qu'ils franchissaient l'une des portes, un bruit provenant de l'intérieur attira leur attention. Une respiration. Lent, contrôlé. Julien s'arrêta. « Y a-t-il quelqu'un ?»« N'ouvrez pas ça !» dit immédiatement Élodie. Il hésita. Mais alors, la poignée de porte a tourné toute seule. La porte s'ouvrit de quelques centimètres, suffisamment pour dévoiler une partie de l'intérieur. Une pièce baignée d'une douce lumière jaunâtre contrastait fortement avec l'obscurité du couloir. À l'intérieur, une table plus petite était dressée avec soin comme une version miniature du hall principal du manoir, et quelqu'un était assis à table. Frais, propriété. Elle porte une tenue élégante. Julien poussa lentement la porte.
Le sol ne faisait aucun bruit. L'air ne bougeait pas. Il entra. « Hé !» dit-il avec prudence. La figurine n'a pas réagi. Élodie resta dans le couloir, luttant visiblement contre l'envie de s'enfuir. Julien fit un autre pas. « Et vous allez bien ?» Puis, lentement, la personne à table leva la main et porta la fourchette à sa bouche. Mais il n'y avait rien à manger dans l'assiette. Le geste fut répété, mécanicien, infini. Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'est pas conscient. « Non », dit Élodie qui se trouvait maintenant derrière lui. « Il est en prison. » La silhouette s'est immobilisée. Pendant une seconde, la main restait suspendue en l'air. Et puis, la tête s'est mise à tourner lentement. Pas le corps, juste la tête, jusqu'à ce qu'il affronte Julien. Les yeux étaient ouverts, mais vides, flous, sans reconnaissance. Malgré tout, il y avait quelque chose, une demande ou un avertissement. Julien recula d'un pas. « Ce n'est pas une vie, c'est tout ce qui reste d'elle », répondit Élodie. L'homme ouvrit la bouche. Un son s'est fait entendre, faible, quasi inaudible. « Jupe !» Julien s'est figé. Il a parlé. « Cela ne devrait pas arriver », dit Élodie, visiblement effrayée. L'atmosphère a changé immédiatement. La lumière commença à vaciller, la température a chuté, et le bruit de pas se fit de nouveau entendre, plus rapidement cette fois, plus près, venant de plusieurs points à la fois. Julien tenait le bras d'Élodie. « Nous partons maintenant. » Ils dévalèrent le couloir, mais la direction semblait incertaine. Toutes les portes étaient désormais ouvertes, et dans certaines d'entre elles, il y avait du mouvement. Chiffres, assis, debout. J'observe. Certaines propriétés, d'autres. Non, ils se réveillent, dit Élodie essoufflée. Ou en nous remarquant, répondit Julien. Alors qu'il s'engageait dans un des couloirs, Julien s'arrêta brusquement. Cela n'était pas là auparavant, un mur. Là où il y avait autrefois un passage. Aucune issue. Leurs pas se rapprochèrent de plus en plus. Le bruit de la respiration se mêlait au bruit ambiant. Julien regarda autour de lui, cherchant désespérément une solution de rechange. Puis il remarqua quelque chose par terre, marque, empreinte, en route vers le mur et disparaître dedans. Il s'approcha. Il passa la main sur la surface, gratuit, mais pas solide. « Ça y est. »« Julien, non, » dit Élodie. Mais il avait déjà pris sa décision. N'ayant pas d'autre choix, il traversa. Pendant une seconde, tout a disparu. Couture, lumière, sensation, et puis, ils étaient de retour dans le hall principal du manoir. La longue table était toujours là, intacte. Mais maintenant, il n'était plus vide. Les places sont occupées, corps immobiles, tout le monde est assis, comme sur la photo. Et un endroit restait encore propre, en attendant. Julien regarda lentement autour de lui. Et puis, il réalisa quelque chose qui lui glaça le sang. Une nouvelle chaise avait été sortie, pour lui. Julien n'a pas bougé. La chaise devant elle n'était pas un simple détail. C'était une invitation, ou pire, une décision déjà prise, qui n'avait pas besoin de son autorisation. La salle était différente, non pas à cause de la structure, mais à cause de la présence. Les personnes assises à table ne semblaient plus être de simples corps immobiles. Une tension palpable régnait, comme si elles partageaient toute la même conscience silencieuse, attendant quelque chose de précis. « Je l'attends. Ne t'assieds pas », murmura Élodie d'une voix tremblante. Julien n'a pas répondu. Son regard parcourut les visages autour de la table. Maintenant, il pouvait mieux les voir. Et pour en reconnaître certains, des hommes d'affaires disparus. Un artiste dont l'œuvre a été interrompue au sommet de sa gloire. Un homme politique empêtré dans des scandales qui se sont soudainement évanouis. Tout est là, conservé, mais pas vivant. Il recula d'un pas, la chaise a grincé, seul, se rapprocher de quelques centimètres de la table. « Ce n'est pas un choix, » murmura Julien. « Ça ne l'a jamais été, » répondit Élodie. L'une des personnes assises à table a bougé, juste assez pour incliner légèrement la tête, puis un autre, et une dernière. Ce ne fut pas un éveil complet, c'était une synchronisation, comme si tout le monde obéissait à un ordre invisible.
Julien sentit l'air s'échapper lentement de ses poumons. « Ils veulent que j'en fasse partie. »« Ils n'en ont pas envie, » dit Élodie en fixant intensément la table. « Ils en ont besoin. » Le bruit de quelque chose qu'on traînait résonna derrière eux. Julien se retourna brusquement. Au fond du hall, une porte qui était auparavant fermée était maintenant ouverte, et au-delà, il y avait les ténèbres, mais pas une obscurité ordinaire. C'était dense, profond, presque solide. « Ça n'était pas là, » a dit Julien. « C'était le cas, » répondit Élodie. « C'était juste invisible à l'époque. » Le silence fut rompu par un autre son. Respiration. Cela ne provenait pas des chiffres figurant sur la table. Elle venait des ténèbres. Julien ressentit une étrange impulsion. Ne pas s'enfuir, mais pour se rapprocher, comme si quelque chose l'appelait. Il fit un pas vers la porte. « Non !» dit Élodie en essayant de le retenir. Mais il s'est libéré. Une autre étape. À chaque mouvement, les corps attablés semblaient réagir. Pas physiquement. Mais je continue, en tant que témoin, ou les participants. Julien s'arrêta à la lisière de l'obscurité. L'air y était plus froid, plus lourd. Et puis, il a entendu une voix, pas externe, interne. « Vous avez vu ?» Julien plissa les yeux. « Ce n'est pas réel. »« Tu as vu » répéta la voix. Des images commencèrent à apparaître dans son esprit, fragments. Des personnes arrivent au manoir. Sourire, conversation, promesses. Et puis, silence. Fermé. L'oubli. Ils sont venus de leur plein gré, dit la voix. Ils voulaient rester au sommet, immortaliser le moment où ils étaient importants. Julien secoua la tête. C'est fou. C'est un souhait. Plus d'images. Un homme signe des documents. Une femme trinque avec un verre de vin. On en amène un autre à table. Tout le monde, au courant, au début. Mais quelque chose a mal tourné, poursuivit la voix. On ne peut arrêter le temps sans conséquence. Julien sentit le sol sous ses pieds comme instable. Donc ceci est une prison? Non. La réponse fut immédiate. C'est une erreur. L'air autour de lui se distordit légèrement. Et alors il vit. L'obscurité n'était pas vide. Il existe une autre forme. Beaucoup d'eux, empilés, chevauchements. Comme des échos de personnes, j'essaie de tenir le coup. J'essaie de ne pas disparaître complètement. Julien recula, essoufflé. Il faut que ça cesse. Silence. Et puis la voix répondit, encore plus proche, « Cela ne peut prendre fin que si quelqu'un prend sa place. » Julien s'est figé. Lentement, il tourna son visage vers la table, la chaise vide, en attendant. Tout a commencé à prendre un sens inquiétant. « Non », murmura-t-il. « Il faut toujours que quelqu'un reste », dit la voix. Élodie s'approcha de lui, désespérée. « N'écoute pas ça, on peut partir. Il est encore temps. » Julien la regarda, et pour la première fois, il réalisa quelque chose qu'il avait ignoré jusque-là. « Tu le savais déjà. » Elle n'a pas répondu, mais ses yeux l'ont confirmé. « C'est pour ça que vous êtes là, » a-t-il poursuivi. « Vous n'essayez pas de l'arrêter. » Son silence était la réponse la plus claire qui soit. Julien recula d'un pas. « Vous attendez que quelqu'un prenne votre place. »« J'essaie de survivre, » dit-elle finalement, la voix brisée, « comme tous ceux qui sont arrivés jusque-là. Tous ces mis en place, tous ceux qui ont mené l'enquête, tous ceux qui se sont trop approchés, tous ceux qui ont disparu. C'est vous qui m'avez amené jusqu'ici, » dit Julien. « J'ai essayé de vous prévenir, pas assez. L'environnement a réagi. Les figurines sur la table commencèrent à bouger plus intensément. Tous les regards se tournèrent vers lui. Les yeux, désormais visibles, étaient ouverts, fixés, conscients. « C'est terminé, » murmura la voix. La chaise bougea de nouveau. Il s'arrête juste derrière Julien. Il sentit le bois toucher ses jambes, comme si c'était déjà là, comme s'il n'était jamais parti. Julien ferma les yeux un instant. Il prit une profonde inspiration, et il comprit. Il ne s'agissait pas seulement de sortir. Il s'agissait de savoir qui resterait. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis son entrée dans le manoir, il n'était pas sûr d'avoir encore le choix.
Le silence qui suivit cette révélation fut plus troublant que n'importe quel son que Julien ait jamais entendu à l'intérieur du manoir. Il n'y avait plus aucun doute, il n'y avait plus de déni, la vérité était devant lui, concrète, inévitable, suffocante. La chaise pressée contre ses jambes ne représentait pas une menace immédiate. C'était pire encore, une certitude qui ne demandait qu'à se produire. Julien ouvrit lentement les yeux. Les personnes assises à la table étaient désormais entièrement tournées vers lui. Leur corps n'était plus figé. De légers mouvements se manifestaient, des doigts qui frémissaient, des coups qui se redressaient, des respirations presque imperceptibles. Il n'était plus préservé. Il réagissait. « Cela ne peut pas continuer », dit Julien d'une voix basse mais ferme. L'obscurité derrière lui palpitait faiblement, comme s'il avait entendu. Élodie s'avança et se plaça à côté de lui, sans le toucher. « On ne peut pas s'arrêter », a-t-elle répondu. « On ne peut que remplacer. » Julien tourna lentement la tête pour la regarder. « Vous avez donc accepté cela ? Je comprends, » corrigea-t-elle. La différence était flagrante. Julien passa une main sur son visage, essayant de garder son sang-froid. Combien de personnes ont vécu cela? Plus que n'importe quel document ne peut le montrer. Il rit, mais sans humour. Et personne n'a jamais essayé de détruire cet endroit. Ils ont essayé. Julien attendit. Et ils ont échoué, a-t-elle ajouté. Parce qu'une maison ne dépend pas de sa structure, elle dépend de sa continuité. Le mot résonna dans son esprit. Continuité. Julien regarda de nouveau la table. Pour les visages. À l'homme qu'il avait vu la nuit précédente, à nouveau immobile, mais clairement présent. « Ils le savent, » dit Julien. « Ils en savent assez, » répondit Élodie. « Et pourtant, ils continuent. Ils n'ont plus le choix. » Julien serra les poings. « C'est un mensonge. Il y a toujours le choix. » Les ténèbres réagirent à nouveau. Cette fois, plus intense. Un son grave résonna dans le hall, comme l'écho de quelque chose de trop profond pour être compris. La température a chuté de façon spectaculaire. Et puis, une des personnes assises à la table s'est levée, lentement, pas de précipitation, sans effort. Julien recula d'un pas. L'homme, le même que celui de la pièce souterraine, se tenait près de la chaise qu'il occupait. Ses mouvements n'étaient pas naturels, mais ils n'étaient pas non plus entièrement mécaniques, et ses yeux, maintenant, ils étaient concentrés, directement à Julien. « Il ne devrait pas pouvoir faire ça, » murmura Élodie. L'homme fit un pas en avant, puis un autre. Chaque mouvement semblait exiger quelque chose de l'environnement, comme pour franchir une barrière invisible. Lorsqu'il s'arrêta devant Julien, il n'y avait que quelques centimètres entre eux. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Puis l'homme prit la parole. La voix était basse, traînée, mais c'est compréhensible. « N'acceptez pas. » Julien retint son souffle. « Peux-tu te sortir de là ?» demanda-t-il rapidement. L'homme n'a pas répondu immédiatement. Son corps trembla légèrement, comme s'il était tiré en arrière. « Trop tard, » dit-il. Puis son regard s'est détourné, comme si quelque chose l'en empêchait. L'obscurité s'intensifiait derrière Julien. Plus près, plus présent. « Il est forcé, » dit Élodie en reculant d'un pas. L'homme tenta de lever la main, indiqué, mais le mouvement s'est enlisé à mi-chemin. « Pause, » murmura-t-il. Julien se pencha un peu plus en avant. « Cassez quoi ?» Pendant un instant, on a cru qu'il allait pouvoir répondre. Mais ensuite, mon corps tout entier s'est figé, leur regard s'est brouillé. Et il fut ramené en arrière avec une violence invisible, traîné de nouveau sur la chaise. Je me rassieds. Propriété, comme s'il ne s'était jamais levé. Le silence qui suivit fut brutal. Julien resta là, absorbant ce qui venait de se passer. Il a essayé d'aider, dit-il, presque pour lui-même. Et ça n'a pas marché, répondit Élodie. Mais Julien ne semblait pas convaincu. S'il y a eu une tentative, alors il y a eu une possibilité. Il a dit « pause », a-t-il murmuré. Cela pourrait vouloir dire n'importe quoi, dit-elle, mais sans conviction. Julien commença à observer plus attentivement les alentours.
pas en tant que victime, mais comme quelqu'un qui cherche la petite bête. Si cela fonctionnait sur la base de la continuité, alors il devait y avoir un point central, un lien, quelque chose qui unissait le tout. Son regard parcourut la pièce, la table, les corps, la porte des ténèbres, et puis le regard s'attarda. Pas de portrait, identique à la veille. Sur le mur, Julien s'approcha lentement. Maintenant, il y avait plus de visages, plus qu'avant, et parmi eux, un espace encore vide. Il ressentit un froid intense. « Il n'y a pas que la table », a-t-il dit. Élodie s'approcha avec prudence. « Que voyez-vous » Julien ne quittait pas le portrait des yeux. C'est ici que tout commence. L'obscurité derrière eux s'étendait, comme s'il avait compris, comme si elle réagissait à la découverte. Le sol vibra légèrement. Les figurines sur la table se remirent à bouger. Plus rapide, plus intense. « Julien » appela Élodie, visiblement paniquée. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il n'a pas répondu immédiatement, mais, pour la première fois depuis son entrée dans ce manoir, son regard ne trahissait aucun doute. C'était le moment de prendre une décision. Julien resta immobile devant le portrait, mais à l'intérieur, tout avait déjà changé. La peur était toujours là, lancinante, persistante, mais elle n'était plus dominante. Pour la première fois depuis qu'il avait franchi les portes du manoir, il ne réagissait plus à ce qui l'entourait, il l'analysait. La différence était subtile, mais décisif. Derrière lui, la pièce devenait de plus en plus instable. Les chaises grinçaient, les corps oscillaient dans des mouvements incomplets, comme tiraillés entre deux mondes. L'obscurité avançait lentement, frôlant presque le sol où se tenait Julien. Et pourtant, il n'a pas reculé. Il ne s'agit pas d'arrêter des gens, a-t-il déclaré d'une voix basse mais ferme. Il s'agit de maintenir un récit. Élodie le regarda perplexe. « Quoi ?» Julien désigna le portrait. Elles ne disparaissent pas. Elles sont réorganisées, réécrites, comme si elles n'avaient jamais existé. Sauf ici. Il s'est rapproché encore plus du cadre. Les visages paraissaient différents maintenant, non seulement présents, mais alignés, comme les pièces d'une composition qui devait rester complète. La maison ne préserve pas les personnes, a-t-il poursuivi. Elle préserve des versions d'elle-même, des moments précis, un instant figé. Élodie fit un pas hésitant. Et qu'est-ce que cela change ? Julien finit par la regarder. Ça change tout. Parce que si c'est une structure, alors elle peut être détruite. Le mot résonna. Ravin. C'est exactement ce que l'homme avait essayé de dire. La réaction fut immédiate. L'obscurité progressait plus rapidement. Les chiffres autour de la table commencèrent à se redresser partiellement, comme si quelque chose en eux luttait contre le contrôle imposé. « Julien, ça empire, » dit Élodie en reculant. « Non, » répondit-il. Il réagit. Il porta son attention sur le portrait. Si tel était le point d'origine, alors le modifié revenait à tout affecter. Mais ce ne serait pas simple. Rien n'était physiquement comme il aurait dû être. Julien tendit la main. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres du cadre. Il prit une profonde inspiration, et puis ça a commencé. L'impact n'était pas externe, c'était interne. Une série d'images envahit violemment son esprit. Visages souriants, des conversations élégantes, promesses d'éternité, et puis le moment. Le moment précis où chaque personne a été réparée. Pas la mort, aucune disparition, mais interruption. Julien serra les dents. Ils ont choisi le mauvais moment pour rester. Sa main appuya plus fort sur le cadre. La surface commença à vibrer légèrement. Si cela permet de maintenir l'équilibre, alors le rompre, c'est tout rompre, a-t-il déclaré. Et qu'est-ce qui leur arrive ? Demanda Élodie, la peur se faisant désormais sentir dans sa voix. Julien hésita, pendant une brève seconde. Je ne sais pas. La franchise était brutale, mais nécessaire. Derrière eux, l'une des silhouettes s'effondra au sol. Un autre a tenté de se lever complètement. Les mouvements devenaient de plus en plus erratiques, moins contrôlés. « Ce n'est pas une libération », a déclaré Élodie. « C'est un effondrement. C'est la seule chance », répondit Julien.
Il regarda de nouveau le portrait. L'espace vide était toujours là, en attendant. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. La silhouette commençait à se dessiner, comme s'il essayait de le remplir, avec lui. Julien recula d'un pas. Ça m'attire. Alors arrête, dit Élodie, presque en suppliant, mais il secoua la tête. Non, c'est comme ça que ça marche. Il a besoin de quelqu'un pour maintenir la structure intacte. Il se rapprocha de nouveau, maintenant avec plus de détermination. Si je cède, il me mettra là-bas. Et si vous continuiez? Julien n'a pas répondu immédiatement. Mais ensuite il a dit, peut-être que personne n'a besoin de l'occuper. L'idée paraissait absurde, dangereux, mais c'est possible. Il tenait le cadre à deux mains, cette fois, fermement. Toute la pièce a réagi, la table a tremblé. Les chaises furent traînées, les ténèbres avançaient par vagues violentes, et les chiffres, ils étaient maintenant debout. Pas entièrement, mais ça suffit. J'observe, plus passif, mais soyez attentifs. Comme si, pour la première fois, eux aussi prenaient conscience de ce qui se passait. Julien sentait la pression monter, à l'intérieur de la tête, dans le corps, dans la réalité qui nous entoure. « Tu ne peux pas exister sans elle », murmura-t-il, comme s'il s'adressait directement à la maison. La réponse est arrivée, pas en mots, mais en force. Pousser, résister, maintenance. Julien a crié, et il a tiré. Le cadre a cédé. Un crépitement sec résonna dans le hall. Une fissure est apparue dans le portrait. Petit, mais ça suffit. Et à ce moment-là, tout a changé. Les chiffres se sont arrêtés. L'obscurité se figea. Le temps, ou quoi que ce soit d'autre, hésita. Julien tomba à genoux, haletant. Mais il n'a pas lâché prise. Il regarda Élodie, et pour la première fois, son visage avait quelque chose de différent. Pas la peur, mais choisissez. Cela ne s'arrête pas à moi, a-t-il déclaré. Et il tira de nouveau. La fissure s'est élargie. La fissure dans le portrait n'était pas qu'une simple craquelure. C'était une blessure, et la maison le ressentit. L'impact se propagea dans le hall comme une onde invisible. L'air vibra, les objets tremblèrent, et les silhouettes, jadis prisonnières de cette routine silencieuse, semblèrent désormais suspendues entre deux états, ni immobiles, ni libres. Julien tenait toujours le cadre, les doigts serrés l'un contre l'autre, tandis que de petits éclats commençaient à se détacher. Chaque fragment qui tombait au sol ne produisait aucun son. Il a disparu avant même de toucher la surface. « Ça gâche tout !» dit Élodie en regardant autour d'elle, complètement déconcertée. Et c'était le cas. Les murs commencèrent à présenter des imperfections, de petites distorsions apparaissaient et disparaissaient, comme si la structure du manoir se réécrivait en temps réel. La longue table a perdu son parfait alignement. Les couverts vibraient, les verres tremblaient. Et les corps, ils n'étaient plus synchronisés. Certains bougeaient lentement, comme s'ils sortaient d'une profonde transe. D'autres restaient immobiles, mais leurs yeux étaient désormais ouverts, non pas vides, mais confus. Perdu. Julien. La voix d'Élodie s'est faite plus basse, presque un murmure. Si ça casse, qu'est-ce qui va nous arriver? Il n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur la fissure. Elle grandissait, lentement, mais de manière constante. « On le saura bien, dit-il finalement. La réponse était incertaine, une simple décision. Derrière eux, les ténèbres réagissaient avec plus d'agressivité. Ça n'avançait plus comme avant. Il se retirait maintenant, mais d'une manière instable, comme si elle était ramenée en arrière vers quelque chose qu'elle ne pouvait plus retenir. Et c'est alors que le son a commencé. Faible, quasiment imperceptible. Au début, ça ressemblait à n'importe quel bruit. Mais cela est vite devenu évident. Voix. Beaucoup de chevauchements. Fragmentés. Les personnages assis à la table commencèrent à réagir. Certains se sont pris la tête entre les mains. D'autres se tenaient complètement debout, mais sans équilibre, comme s'ils réapprenaient à se soutenir. L'un des hommes s'est effondré au sol, haletant, comme s'il revenait d'un endroit où l'air était absent. « Ils reviennent », murmura Élodie. « Pas entièrement », répondit Julien. « Mais suffisamment. » Il regarda autour de lui.
Chaque mouvement semblait désormais imprévisible, dangereux, mais aussi réel. Pour la première fois, cet endroit ne semblait plus absolu. Cela semblait instable. Et cela signifiait une seule chose, il était vulnérable. Nous devons en finir avec ça avant qu'il ne se stabilise à nouveau, a déclaré Julien. Lui, a demandé Élodie. Julien fixa l'obscurité, désormais concentré près de la porte. Il ne s'agit pas seulement de la maison. L'obscurité pulsait, en guise de réponse. Plus intense, plus concentrée. Et puis, cela a commencé à prendre forme, pas entièrement, mais suffisamment pour être perçu comme quelque chose de plus que du simple vide, une présence, plus vieux, plus profond, et clairement, consciemment. Élodie recule. Ceci ne s'est jamais produit auparavant. Julien serra le cadre plus fort, parce que personne n'est jamais allé aussi loin. La fissure s'est encore élargie de quelques centimètres. Le portrait ne conservait plus sa forme originale. Les visages commencèrent à se déformer, comme des reflets dans une eau tumultueuse. L'espace vide, celui qui semblait réservé à Julien, tremblait à présent, incapable de se définir. « Il perd le contrôle », a-t-il déclaré. Mais en disant cela, quelque chose a changé. La présence a réagi. Les ténèbres progressèrent à nouveau, non plus lentement et inévitablement comme auparavant, mais intentionnellement. Direct, concentré à Julien. Le sol sous ses pieds tremblait violemment. Une force invisible tentait de le retenir, vers la chaise, vers la table. « Ne me lâche pas !» cria Élodie. Julien a résisté. Tous les muscles du corps se contractèrent. La pression était absurde, comme si quelque chose essayait de le repositionner à l'endroit correct, comme si c'était inévitable. Mais maintenant, il le savait. Rien n'était inévitable. Elle a été approuvée, et tout ce qui est soutenu, il pourrait tomber. Il a hurlé, et il tira plus fort. Le cadre commença à s'affaisser encore davantage. De petits crépitements se sont succédés rapidement, comme quelque chose sur le point de se briser complètement. Les personnes qui les entouraient ont réagi intensément. Certains ont crié, d'autres sont tombés. D'autres se contentaient d'observer, mais désormais avec une conscience aiguë, avec présence, avec une humanité fragmentée. L'obscurité se contracta, sa présence se fit plus marquée, plus près. Et puis, pour la première fois, elle est passée directement, pas en forme, mais en termes d'intention, une attaque. Julien en a ressenti l'impact avant même de le comprendre. Il a été projeté contre le mur. Le cadre a failli lui glisser des mains. « Julien !» cria Élodie en courant vers lui. Il se leva avec difficulté. Le corps lourd. Mon esprit est sous pression, mais je tiens bon. Toujours lié à cela. C'est presque fini, dit-il, essoufflé. La fissure s'étendait désormais presque jusqu'à la moitié du portrait. La structure était compromise, mais il est toujours debout. La présence s'estompa un instant, comme s'il était en train d'évaluer, comme s'il décidait de son prochain coup. Et ça, c'était la chose la plus effrayante, parce que ce n'était pas seulement une question de force, c'était une stratégie. Julien regarda autour de lui. La salle était au bord de l'effondrement. Ces personnes n'étaient plus des prisonniers silencieux. Et à la maison, la situation n'était plus stable. Tout convergeait vers un seul moment, un seul résultat. Il serra les dents. Il planta fermement ses pieds au sol. Et il s'accrocha au cadre de toutes ses forces. Parce que je savais, le prochain coup allait tout décider. L'impact qui a suivi n'a laissé aucun temps de réaction. La présence s'est avancée avec toute sa force. Il n'y avait pas de forme définie. C'était une pression, une intention, une domination. Un poids invisible qui pliait l'air, plaquant Julien contre le mur avec une force telle qu'il lui coupait le souffle. Le cadre lui glissa partiellement des mains. Mais il n'est pas tombé, pas encore. « Maintenant !» cria Élodie. Julien n'a pas réfléchi, il a agi. Dans un effort désespéré, il se jeta en avant, serrant le portrait à deux mains et prenant appui fermement sur le sol instable du hall. La fissure traversait déjà presque toute la surface. Un seul mouvement de plus a suffi. Mais leur présence ne le permettrait pas. Les ténèbres se sont rassemblées, cette fois pas sous forme d'attaque directe,
mais sous forme de siège. L'espace environnant se mit à se refermer, déformant les murs, altérant la perception. La longue table s'étira et se contracta simultanément. Les silhouettes hurlèrent, non pas à l'unisson, mais par des voix fragmentées et désespérées. Julien sentait quelque chose de nouveau. Ce n'était pas seulement une question de force physique, c'était une invasion. Les souvenirs ont commencé à refaire surface, mais elles n'étaient pas à lui. Des hommes signant des contrats, des femmes souris lors de dîners somptueux, la promesse de ne jamais être oublié pour rester pertinent, ne jamais perdre le contrôle. Et puis, le moment final, l'accord. Julien plissa les yeux. « Tu as accepté cela », murmura-t-il. La pression a augmenté, en guise de réponse. « Vous avez choisi de rester », la présence a réagi violemment. Comme si cette vérité était inacceptable. Julien avait compris. Cela n'était pas uniquement dû à une force extérieure. Elle a été maintenue par le choix initial, par le désir, par vanité, par peur de disparaître. Il ouvrit les yeux, et, pour la première fois, il n'a pas seulement perçu la menace, il a repéré le défaut. « Vous n'existez pas sans eux », dit-il en fixant l'obscurité, « et ils n'existent plus comme avant. » La présence hésita, une erreur. Petit. Mais ça suffit. Julien en a profité. Il tordit son corps et tira sur le cadre avec toutes les forces qui lui restaient. Le bois s'est fendu, la fissure s'est complètement ouverte, mais il n'a pas cassé, pas encore. La résistance était absurde, comme si quelque chose retenait le dernier point d'équilibre. « Julien !» gritou Élodie. Il la regarda pendant une seconde, et il vit. Peur, à blâmer, et quelque chose de plus. Fatigue, profond, vieux. « Tu savais que ça allait arriver, » a-t-il dit. Elle ne l'a pas nié. « Je savais que quelqu'un arriverait jusque-là, et c'est ce que je devrais choisir. » Silence. Puis elle a répondu « Je n'ai pas pu ». Cette phrase nous a frappés comme un poids lourd. Julien avait compris. Elle se trouvait précisément à cet endroit, confrontée au même choix. Et il retira ses activités. C'est pourquoi il était encore là. C'est pourquoi la maison existait encore. Sa présence a été remarquée. Et il a réagi. La chaise derrière Julien a bougé violemment, heurtant ses jambes et forçant son corps à s'enfoncer. Il tomba à genoux. Le cadre a glissé un peu plus. « C'est ainsi que ça se termine », murmura la voix, désormais claire, proche, presque humaine. Continuité. Julien respirait difficilement. Il regarda la chaise. À table, pour les visages. Et puis, rivière, faible. Pas d'humour non plus. Non, le mot résonnait différemment. Ferme, définitive. Il lâcha le cadre d'une main. Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent. « Que fais-tu » Julien n'a pas répondu. Au lieu de cela, il attrapa sa propre manche et déchira le tissu avec force. Il enroula le tissu autour de sa main. Et puis, d'un mouvement soudain, elle a frappé le centre du portrait. Je ne tire pas, mais en brisant. L'impact était sec, violent. Le cadre a cédé. La surface s'est complètement fissurée. Et à ce moment-là, tout s'est effondré. Le son était indescriptible. Ce n'était pas une mince affaire. C'était comme si plusieurs strates de réalité se déchiraient simultanément. La table s'est cassée, les chaises ont été renversées en arrière, les chiffres ont chuté. Mais pas comme avant. Maintenant, je réagis. Cris, respiration. Les ténèbres explosèrent, pas envers Julien, mais dehors, comme quelque chose d'expulsé d'un espace qui ne pouvait plus le contenir. La présence a tenté de se rétablir. Il a essayé de s'accrocher, mais il ne restait plus aucune structure. Il n'y avait plus de point d'ancrage. Le portrait, désormais détruit, ne soutenait plus rien. Julien fut projeté en arrière et heurta violemment le sol. Le monde tournait sur lui-même. Le bruit était assourdissant, mais, au milieu de ce chaos, il réalisa quelque chose. Silence, pas externe, mais interne. La pression avait disparu. Il prit une profonde inspiration, pour la première fois, gratuit. Autour d'eux, les silhouettes gisaient au sol. Certains déménagent,
autre propriété, mais différent, plus de prisonniers. Élodie s'approcha lentement, hébétée. « C'est toi? Qui l'a fait ?» Julien essaya de se lever. « J'avais mal partout. » Mais il a répondu. « Non, » dit-il en regardant autour de lui. « J'ai arrêté de jouer uniquement à cause de ces règles. » Le manoir commença à s'effondrer. Les murs se fissuraient. Le plafond s'effondrait. Tout s'effondrait. « Il faut qu'on sorte, » dit Élodie. Julien acquiesça. Mais avant de déménager, il se retourna. Où se trouvait le portrait? Maintenant, il n'y avait plus rien, aucune image, pas d'espace vide, pas d'attente, et pour la première fois depuis le début, aucune place ne lui est réservée. L'air extérieur était différent, plus léger, plus réaliste. Julien s'effondra à genoux dès qu'il franchit les grilles de fer du manoir, haletant comme si ses poumons réapprenaient à fonctionner. Chaque inspiration s'accompagnait d'une étrange sensation, non pas de soulagement, mais d'une sorte de vide. Derrière lui, la structure du manoir ne s'effondrait pas comme prévu. Elle était en train de s'effondrer. Les murs se sont décomposés comme s'ils n'avaient jamais été solides. Les fenêtres se sont estompées, les contours se sont fondus dans l'espace, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le sol vide et silencieux, sans aucune trace de ce qui y avait existé auparavant. Pas de ruines, sans marque. Rien. Élodie suivit de près, titubante. Son regard balaya l'espace avec incrédulité, comme si elle ne pouvait accepter ce qu'elle voyait. « Il ne reste plus rien », murmura-t-il. Julien se leva lentement, essayant encore de se stabiliser. « Ce n'était jamais un lieu », a-t-il dit. « C'était un système. » Elle le fixa du regard. Et maintenant, il contemplait au loin l'horizon parisien, où la ville restait vibrante, palpitante, totalement indifférente à ce qui s'était passé. C'est terminé maintenant. Mais même lui ne semblait pas totalement convaincu. Le silence entre eux deux était différent maintenant. Je ne ressentais plus aucune tension. Mais ce n'était pas confortable non plus. C'était définitif. Élodie passa ses mains sur son visage, essayant visiblement de comprendre tout cela. Ils ont été libérés? Julien a mis un certain temps à répondre. Le souvenir des silhouettes au sol, certaines en mouvement, d'autres immobiles, était encore vif. Certains, peut-être, dit-il. D'autres étaient déjà perdus avant même d'arriver. La vérité n'était pas réconfortante, mais c'était réel. Elle hocha lentement la tête. Et nous alors? La question resta en suspens pendant quelques secondes. Julien regarda ses propres mains. Ils tremblaient encore légèrement, mais ils étaient libres. « Nous partons », a-t-il répondu. Mais, là encore, la réponse n'était pas totalement certaine. Parce qu'il restait encore quelque chose, pas au manoir, pas dans le noir, mais dedans. Un souvenir, un sentiment, comme un écho. Il ferma les yeux un instant, et il vit. Le portrait, la fissure, le moment précis où tout a basculé. Et pendant une brève seconde, il avait l'impression que quelque chose l'observait encore. Pas avec force, pas avec domination, mais avec présence. Julien ouvrit les yeux brusquement. Le champ devant nous était vide, silencieux, normal. « Que s'est-il passé ?» demanda Élodie. Il hésita. Puis il secoua la tête. Rien. Mais ce n'était pas vrai. Quelque chose avait changé, pas seulement dans le monde, mais à l'intérieur. Il se retourna et commença à s'éloigner de l'endroit où se dressait autrefois le manoir. Élodie le suivit. Aucun des deux ne se retourna, parce qu'il savait que quoi qu'il trouve, il n'y avait plus rien à voir. Des heures plus tard, déjà en centre-ville, les bruits de la vie quotidienne semblaient presque irréels. Les gens qui parlaient, les voitures qui passaient, les vitrines illuminées, tout paraissait lointain comme appartenant à un autre monde. Julien s'arrêta devant la vitrine d'un magasin au hasard. Son reflet était là, normal, fatigué, mais intact. Il observa pendant quelques secondes, et puis il remarqua quelque chose de subtil, quelque chose que n'importe qui d'autre ignorerait. Mais il ne l'a pas fait. Un instant. Ses réflexes tardaient à suivre ses mouvements, quasiment imperceptibles. Mais c'est réel. Julien n'a pas réagi, pas immédiatement. Il continuait de me fixer du regard, jusqu'à ce que tout redevienne normal.
Puis, il s'éloigna, sans rien dire, sans explication, parce qu'au fond, il le savait déjà. Certaines choses ne disparaissent jamais vraiment, ils changent de forme. Des mois plus tard, le terrain où se dressait autrefois le manoir restait vide, pas de travaux, aucun enregistrement, aucun document officiel. Un simple espace oublié entre de vieilles propriétés, ignoré même par les cartes les plus détaillées. Julien n'y est jamais retourné, mais parfois, ce n'était pas nécessaire. Les nuits calmes, lorsque des reflets apparaissaient sur des surfaces inattendues, vitrines, miroirs, même fenêtres sombres, il y avait toujours un léger décalage. Quasiment imperceptible, quasi inexistant, mais ça suffit. Comme si quelque chose essayait encore de suivre le rythme. J'essaie de m'adapter. Dans son appartement, une photographie reposait sur la table. Une image courante, pas de visage déformé, pas d'espace vide. Mais, de temps en temps, Julien avait le sentiment qu'il y avait quelqu'un d'autre, invisible, non défini, juste un cadeau. Et même sans le regarder directement, il le savait. Certaines histoires ne s'arrêtent pas lorsqu'elles sont brisées. Ils trouvent simplement de nouvelles façons de continuer. Et maintenant, je veux savoir de votre part, si vous aviez été à la place de Julien, auriez-vous fait la même chose ? Aurait-il affronté l'absurde, même en sachant qu'il ne s'en sortirait peut-être jamais ? Ou se serait-il retiré au moment crucial, préservant ainsi sa propre existence ? Cette histoire soulève une question troublante. Jusqu'où quelqu'un serait-il prêt à aller pour éviter d'être oublié ? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Pensez-vous que tout est vraiment terminé ? Ou est-ce que quelque chose se passe encore? Et si vous appréciez les histoires de ce genre, pleines de mystères, de suspense et de révélations troublantes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car la suite pourrait être encore plus sombre.